La mise en œuvre des plans directeurs pour l'agglomération de la zone arctique a démarré. D'ailleurs, ce travail est en cours et donne de bons résultats. Ces tâches et d'autres ont été définies il y a 1 an lors du Forum Arctique. Territoire du dialogue à Mourmansk. À l'issue de celui-ci, une liste d'instructions a été établie, notamment avec l'accord d'actualiser la stratégie de développement de la zone arctique et de préparer un modèle financier et économique du corridor de transport transarctique. Je tiens à souligner que ce travail n'est malheureusement pas encore achevé. Aujourd'hui, nous examinerons comment ces plans communs et les instructions du président sont mis en œuvre. Des décisions organisationnelles sont-elles nécessaires pour accélérer le rythme d'exécution? Est-ce que le président Vladimir Vladimirovitch Poutine est encore le seul président lucide dans ce monde? Je vous invite, les amis, à écouter attentivement ce que vient de dire cette bombe que vient de lâcher monsieur le président Vladimir Vladimirovitch Poutine et dites-moi ce que vous en pensez. La grande bataille économique mondiale ne se jouait ni en Europe, ni en Asie, mais dans l'Arctique, pendant que le monde regarde l'Ukraine, le Moyen-Orient et les tensions entre grandes puissances. Vladimir Poutine prépare discrètement ce qu'il considère comme l'un des projets les plus stratégiques du siècle. Une nouvelle autoroute économique capable de transformer la Russie et de bouleverser le commerce mondial. Une route transarctique gigantesque, des ports, des chemins de fer, des infrastructures colossales, tout est pensé pour faire de l'Arctique le nouveau centre névralgique du transport international. Pourquoi Poutine affirme-t-il que cette voie pourrait sauver l'économie russe? Pourquoi l'Occident commence-t-il à regarder cette région avec inquiétude? Et surtout, sommes-nous en train d'assister à la naissance d'un nouveau transsibérien du 21e siècle? Dans cette vidéo, nous allons décrypter ce plan ambitieux, ses enjeux géopolitiques, économiques et stratégiques, et comprendre pourquoi, selon Moscou, tout le monde s'est soudainement retourné vers l'Arctique. Passons maintenant à notre question principale. Chers collègues, à l'ordre du jour de nos travaux figure la question de notre grande activité commune et globale pour le développement des régions arctiques russes, pour le développement de l'Arctique russe. J'ai déjà souligné à plusieurs reprises l'importance stratégique particulière de cette région pour notre pays, pour l'économie nationale, pour le renforcement du potentiel industriel de la Russie, pour assurer la sécurité nationale et la défense de notre souveraineté. Je soulignerai le rôle croissant de l'Arctique dans un contexte mondial, notamment pour l'écologie de la planète, pour les complexes énergétiques et de matières premières mondiaux, ainsi que pour renforcer la durabilité des liens commerciaux et logistiques internationaux. Ainsi, l'importance de la route transarctique du Nord en tant que voie la plus sûre, la plus fiable et la plus efficace devient de plus en plus évidente dans le contexte des perturbations des chaînes de transport mondiales dues à de nombreux conflits, notamment, comme nous le voyons actuellement, au Moyen-Orient. Et il est tout aussi évident que la concurrence géopolitique et la lutte pour des positions autour de la zone arctique elle-même s'intensifient. Bien que, je veuille le répéter encore une fois, nous en avons souvent parlé, nous sommes prêts à la coopération, pas seulement à une quelconque concurrence ou confrontation, mais à la coopération avec tous les pays intéressés. Nous défendrons et protégerons certainement nos intérêts nationaux dans l'Arctique. En maintenant la paix et la stabilité dans cette région stratégique, nous assurerons son développement socio-économique à long terme, l'amélioration de la qualité de vie des populations, la préservation de la culture authentique des peuples autochtones du Nord et la conservation de l'environnement naturel unique de l'Arctique. Un travail d'une telle ampleur est déjà en cours. Des projets ont été lancés pour l'extraction et la transformation approfondie des ressources naturelles du Nord, pour l'expansion de sa base de production. Nous renforçons le contour logistique de l'Arctique, notamment les ports maritimes et fluviaux, les voies ferrées et routières, les aéroports. Des plans sont également en cours d'élaboration et devront être mis en œuvre pour connecter le corridor de transport transarctique au réseau ferroviaire russe et aux voies navigables fluviales, ainsi que pour l'expansion et la construction de nouveaux terminaux portuaires et de capacités de construction navale. Et, bien sûr, la tâche clé est l'amélioration de la qualité de vie dans l'Arctique, la création de conditions modernes pour les études et le travail, les loisirs et l'éducation des enfants. Le programme d'hypothèque arctique à un taux de 2% par an a déjà été prolongé jusqu'en 2030, ce qui constitue un bon soutien pour les familles du Nord et pour ceux qui viennent y vivre et travailler. La mise en œuvre des plans directeurs pour l'agglomération de la zone arctique a démarré. D'ailleurs, ce travail est en cours et donne de bons résultats. Ces tâches et d'autres ont été définies il y a 1 an lors du Forum Arctique. Territoire du dialogue à Mourmansk. À l'issue de celui-ci, une liste d'instructions a été établie,
notamment avec l'accord d'actualiser la stratégie de développement de la zone arctique et de préparer un modèle financier et économique du corridor de transport transarctique. Je tiens à souligner que ce travail n'est malheureusement pas encore achevé. Aujourd'hui, nous examinerons comment ces plans communs et les instructions du président sont mises en œuvre. Des décisions organisationnelles sont-elles nécessaires pour accélérer le rythme d'exécution? Ce faisant, je veux souligner à nouveau qu'il s'agit d'un travail vaste et complexe du point de vue managérial. Tous les niveaux du pouvoir y sont impliqués, la commission compétente du Conseil d'État, le Conseil maritime, la société d'État Rosatom, notre principal établissement de développement VEB, et d'autres structures. Il est très important que leurs efforts soient clairement coordonnés tant au niveau fédéral qu'au niveau régional. Et que les plans prévus et les projets d'investissement dans l'Arctique soient interconnectés, donnant un effet vraiment global et systémique pour le développement des villes et territoires arctiques, pour les habitants du Grand Nord russe, de la Sibérie et de l'Extrême-Orient. Et il est ici opportun de rappeler notre propre expérience nationale, la construction du Transsibérien à la charnière des 19-20 siècles, puis la mise en valeur de la route maritime du Nord, furent conçus et réalisés précisément comme des projets globaux. Et ils ont donné une impulsion puissante au développement d'industries entières et de territoires, et sont devenus la base pour la naissance de nouvelles villes, entreprises et d'immenses centres industriels. Bon, ce que révèle ce discours de Vladimir Poutine, ce n'est pas simplement un projet d'infrastructure ou une annonce économique parmi tant d'autres. C'est une véritable vision stratégique de long terme, presque une redéfinition de la place de la Russie dans le monde. Lorsque Poutine parle de l'Arctique, il ne parle pas seulement de glace, de ports ou de routes maritimes. Il parle de souveraineté, de puissance, d'indépendance économique et surtout d'avenir. Il cherche à montrer que la Russie ne veut plus dépendre des circuits traditionnels dominés par l'Occident, ni subir les pressions géopolitiques qui passent par les sanctions, les blocages commerciaux ou les restrictions logistiques. En mettant l'accent sur la route maritime du Nord et sur ce corridor transarctique, Moscou envoie un message très clair. Si certaines portes se ferment à l'ouest, la Russie ouvrira ses propres routes vers l'est, vers l'Asie, vers de nouveaux partenaires, vers un nouvel équilibre mondial. Ce n'est pas un hasard si ce discours intervient dans un contexte de tensions internationales extrêmement fortes, avec la guerre en Ukraine, les sanctions occidentales, les perturbations des chaînes logistiques mondiales, les crises au Moyen-Orient et la fragmentation progressive de l'ordre économique international. Dans ce contexte, contrôler une route commerciale plus sûre, plus rapide et moins vulnérable devient un avantage stratégique immense. Et Poutine le sait parfaitement. Il rappelle d'ailleurs que l'histoire russe s'est souvent construite autour de grands projets structurants, le Transsibérien, la route maritime du Nord, le développement de la Sibérie, l'industrialisation des régions éloignées. Aujourd'hui, il essaie de replacer l'Arctique dans cette continuité historique, comme une nouvelle frontière de développement national. C'est aussi une manière de mobiliser l'opinion publique autour d'un projet positif, ambitieux et tourné vers l'avenir, à un moment où la Russie fait face à de nombreuses pressions extérieures. Il ne s'agit plus seulement de résister, mais de construire. Et politiquement, ce narratif est puissant. Il permet de transformer les sanctions en opportunités, les tensions en justification d'un nouveau modèle économique. Poutine insiste aussi sur un point fondamental, la Russie ne veut pas présenter l'Arctique uniquement comme un espace de confrontation militaire ou géopolitique, mais comme une zone de coopération internationale. Bien sûr, cette affirmation doit être analysée avec prudence, car la compétition stratégique dans l'Arctique est déjà bien réelle. Les États-Unis, le Canada, la Norvège, le Danemark et plusieurs pays européens surveillent de très près les ambitions russes dans cette région. Les ressources naturelles y sont immenses, gaz, pétrole, minerais rares, routes maritimes stratégiques, contrôle militaire des zones polaires. Personne ne veut rester en retrait. Lorsque Poutine affirme que la Russie défendra ses intérêts nationaux dans l'Arctique, cela signifie aussi que Moscou se prépare à une compétition durable pour le contrôle de cet espace. Et cette compétition ne sera pas seulement économique, elle sera aussi diplomatique, technologique et militaire. L'Arctique devient progressivement un nouvel échiquier mondial. Ce qui rend ce discours particulièrement intéressant, c'est qu'il ne se limite pas à une logique de prestige géopolitique. Il insiste fortement sur les questions sociales, logement, hypothèque à 2%, conditions de vie, éducation, emploi, développement urbain. Pourquoi ? Parce qu'aucune stratégie territoriale ne peut fonctionner sans population stable, sans travailleurs qualifiés, sans villes attractives. Développer l'Arctique, ce n'est pas seulement envoyer des navires et construire des ports, c'est convaincre des familles d'y vivre, d'y investir leur avenir, d'y bâtir une génération nouvelle.
Et cela représente un défi colossal. Les conditions climatiques sont extrêmes, les coûts d'infrastructures sont gigantesques, la rentabilité immédiate n'est pas toujours évidente. Mais justement, c'est là que l'État intervient, avec une logique de planification de long terme que la Russie assume pleinement. Cette approche contraste fortement avec certains modèles occidentaux plus dépendants des logiques de rentabilité rapide. Poutine présente donc l'État comme le grand architecte de cette transformation. Il veut montrer que la puissance publique reste capable de piloter les grands projets nationaux. C'est aussi une réponse idéologique à l'idée selon laquelle la mondialisation libérale serait la seule voie possible. Ici, le message est différent: souveraineté économique, investissement stratégique, contrôle des corridors commerciaux, planification industrielle. En réalité, ce discours dépasse largement la seule question russe. Il pose une question globale: à quoi ressemblera le commerce mondial dans les 20 prochaines années ? Si les routes traditionnelles deviennent plus instables, si le canal de Suez devient plus vulnérable, si les tensions en mer Rouge ou dans d'autres zones stratégiques continuent de perturber le transport maritime mondial, alors l'Arctique pourrait effectivement devenir beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Ce qui semblait hier lointain et inaccessible pourrait devenir demain une artère essentielle du commerce international. Et ceux qui auront investi les premiers auront une longueur d'avance considérable. C'est précisément ce pari que semble faire Moscou. Bien sûr, tout cela reste confronté à des obstacles majeurs: climat extrême, sanctions technologiques, financement complexe, dépendance à certains partenaires, besoin massif de modernisation industrielle. Le projet est immense, mais il n'est pas garanti. Et c'est peut-être là le point le plus important: Poutine ne présente pas une victoire acquise, il présente une bataille à mener. Il cherche à convaincre que l'Arctique n'est pas seulement une opportunité, mais une nécessité stratégique. En résumé, ce discours nous montre une Russie qui tente de se réinventer sous pression, qui cherche à transformer les contraintes géopolitiques en levier de puissance, et qui veut imposer sa propre carte du monde plutôt que subir celle des autres. L'Arctique devient alors bien plus qu'un territoire froid et éloigné, il devient un symbole politique, économique et civilisationnel. La vraie question est donc la suivante: ce projet sera-t-il réellement le nouveau moteur de la Russie, ou restera-t-il une ambition gigantesque freinée par les réalités du terrain ? Une chose est certaine, lorsque Poutine parle de l'Arctique avec autant d'insistance, ce n'est jamais anodin. Derrière ces mots, il y a une stratégie. Derrière cette stratégie, il y a une vision. Et derrière cette vision, il y a peut-être déjà le monde de demain. Bon les amis, vous avez pris le temps d'écouter. Alors mes amis, je vous invite à liker, à commenter, surtout à partager. Et surtout les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-le moi en commentaire. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie.